Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur cet échiquier international consacré aujourd'hui à la visite du président américain Donald Trump aux États-Unis. Bien entendu, le président américain en visite à Pékin pour son sommet très attendu avec le dirigeant chinois Xi Jinping. Cette visite s'inscrit dans un contexte mondial très agité, marqué par les tensions liées à la guerre contre l'Iran, le blocage du détroit d'Ormuz et la guerre énergétique et technologique qui ne dit pas son nom dans ce bras de fer qui oppose les deux pays, les États-Unis et la Chine. Cette visite entre Trump et Xi Jinping sera-t-elle la clé qui servira à actionner les verrous de la paix et surtout à apaiser les tensions dans cette guerre contre l'Iran? Trump s'est-il finalement résigné à comprendre que toutes les crises ne se résolvent pas souvent et toujours par les armes et que négocier avec Pékin est un impératif auquel il ne peut y échapper? Tout de suite, les développements. Alors pour en parler ce soir, nous recevons avec beaucoup de plaisir Riyad Sidawi, directeur du Centre arabe de recherche CARAPS basé à Genève. Riyad Sidawi, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Est également... Merci pour l'invitation. Merci à vous, merci. Est également avec nous donc Hichem Lahmissi, analyste géopolitique, chroniqueur chargé de cours à la Suisse UMEF de Genève. Hichem Lahmissi, bonsoir, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir, merci pour l'invitation également. Alors, finalement, on peut dire que quelque part, il s'agit peut-être d'une visite historique, puisque 10 ans que les deux présidents, ou que le président Trump ne s'est pas rendu en Chine et qui n'a pas été voir le dirigeant chinois Xi Jinping. C'est aujourd'hui une visite, on va dire, qui a plusieurs relents, qui peut être lue de plusieurs manières. Alors, la première, finalement, Riyad Sidawi, Trump en Chine, qu'est-ce que cela implique? Cela veut dire que le monde est en train de changer. Personnellement, j'étais en Chine l'année passée et je vais y revenir aussi ce mois de juillet en Chine parce que c'est devenu pour moi une passion et une étude aussi puisque je prépare un bouquin sur ce qui se passe en Chine. C'est un pays qui a fait un progrès inimaginable. Ça veut dire, quand les experts du FMI, de la Banque mondiale, disaient que probablement la Chine, en 2032, le produit intérieur brut chinois va dépasser celui de produit intérieur brut américain. Ça veut dire la première puissance économique mondiale, ça veut dire la première puissance aussi politique, diplomatique, voire militaire mondiale. D'ailleurs aussi, quelques citations que j'ai apprises par cœur. Rappelons-le, Blinken, le ministre des Affaires étrangères américain, Department of State, pendant le mandat de Joe Biden, disait « Il n'y a que la Chine qui a les moyens technologiques, scientifiques et financements et militaires qui pourraient changer l'ordre mondial. » Ça veut dire face à un nouvel ordre mondial. Aussi, rappelons-le, Joe Biden a déclaré « Pendant mon mandat, je ne laisse pas la Chine, dépasser les États-Unis d'Amérique. » Mon mandat, ça veut dire aujourd'hui à Donald Trump de se débrouiller. Donald Trump, au début, comme on a vu, il a voulu faire un bras de fer avec les Chinois. Mais la réaction immédiate. Nous sommes arrivés jusqu'à 145% des taxes douanières. Puis, du coup, Donald Trump retire ses sanctions, entre guillemets, et devient réaliste. Plus encore, elle est en train toujours de valoriser Xi Jinping, puisque j'étais en Chine, je prononce exactement comme les Chinois. Comme les Chinois, oui. Voilà, Xi Jinping, et c'est mon ami, c'est un grand homme, etc. Le même Donald Trump aussi, vis-à-vis de Vladimir Poutine, il le valorise, le même Donald Trump, même avec le président de la Corée du Nord, Kim Jong-un, il disait que c'est un brave homme, je l'ai rencontré, etc. Bref, Donald Trump ne respecte que les forts. On a vu comment Donald Trump a humilié ses alliés, commençant par le Français Emmanuel Macron, le conseiller allemand, le Premier ministre, le chef du gouvernement britannique. C'est la personnalité de Donald Trump. Donc, nous, aujourd'hui, face à deux géants économiques, des chiffres, j'aime beaucoup le langage des chiffres.
La Chine a emprunté aux États-Unis d'Amérique, dans le trésor, investi dans le trésor américain, plus que 1000 milliards de dollars. Avec l'Union européenne aussi, plus que 1000 milliards de dollars. Juste la France, 300 milliards de dollars. Donc, il n'y a pas une banque mondiale ou FMI. La banque mondiale, c'est la Chine. Évidemment, les Chinois se préparent pour être les maîtres du monde, vu leur économie, mais aussi, comparaison rapidement, la politique étrangère chinoise et américaine, les Chinois évitent les guerres. Leur dernière guerre, c'était avec le Vietnam, une courte guerre en 1979, mais la grande guerre, c'était contre les Américains eux-mêmes en 1950-1953, quand Douglas MacArthur se moquait de l'armée chinoise de Mao Zedong, disait que c'était une armée des paysans. Mais là, l'armée des paysans a vaincu l'armée professionnelle américaine, d'où la frontière aujourd'hui entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. C'est une puissance économique, technologique très, très, très avancée. À titre d'exemple, j'ai vu une interview d'Alain Juillet, l'ex-directeur de la DGSE française. Ouais. Il est sur le YouTube, l'interview. Il disait « Les Chinois nous dépassent, nous les Français, sur 27 domaines technologiques. On ne peut pas les rattraper. » Et je m'arrête ici. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas que les Français qui ne peuvent pas rattraper les Chinois, mais les États-Unis, y compris, ce qui explique un petit peu toutes ces tensions qui ont été engendrées et créées par les États-Unis depuis l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Hicham Lamisi, finalement, il s'agit d'un sommet aux enjeux qui sont très, on va dire, majeurs. Donc, une rencontre entre deux chefs d'État, les États-Unis et bien sûr la Chine, deux puissances. Mais on va dire autrement les choses. Est-ce que finalement Trump ne s'est pas rendu en Chine parce qu'il s'est rendu compte que finalement il n'y avait pas d'autre solution que celle-ci, que d'aller rencontrer directement son interlocuteur ou son adversaire plutôt que d'essayer de l'atteindre par des foyers de tension qu'il a créés, en l'occurrence bien sûr la guerre contre l'Iran? Oui, alors c'est une bonne question. Simplement, je modifierait un petit peu l'approche. Tout d'abord, parce que la rencontre, elle était déjà prévue. Oui. Elle avait été reportée à une reprise. Et cette rencontre, elle devait se dérouler en fait dans un contexte très différent. C'est-à-dire que dans la vision stratégique de Trump, la vision qu'il propose pour replacer les États-Unis et réaffirmer en fait l'hégémonie américaine sur le monde, en tout cas dans sa vision des choses, eh bien cette rencontre devait se faire dans un timing où, après le Venezuela et l'Iran, Trump aurait soumis en fait ces deux pays et aurait été en position, en quelque sorte, de pouvoir exercer sur la Chine en fait une forme de containment économique, notamment sur le segment des énergies, afin de faire céder la Chine sur le grand levier dont elle dispose sur la question des terres rares, et notamment en matière de terres rares, ce qu'on appelle en fait les terres rares lourdes, qui sont absolument cruciales pour l'industrie militaire américaine. Il faut rappeler que la Chine en fait exerce une forme pas tout à fait d'embargo, mais de limitation des exportations, notamment en direction des entreprises militaires américaines, et que c'est un véritable problème, en fait, pour les États-Unis, qui essaient de faire pression à travers différents leviers sur la Chine pour faire lever, en fait, cet état de fait. J'aimerais également dire quelque chose qui est important sur le positionnement économique de la Chine, parce que j'entends évidemment que sur la notion de produit intérieur brut nominal, les États-Unis seraient la première puissance économique du monde. En réalité, la Chine est la première puissance économique devant les États-Unis, avec une avance extrêmement importante. Le PIB chinois, en termes de parité de pouvoir d'achat, ce qu'on appelle le PIB réel, est de 30% supérieur à celui des États-Unis. Et surtout, c'est la structure même du PIB, produit intérieur brut chinois, qui interpelle, parce qu'il y a une part très importante qui est liée à l'économie réelle, l'industrie, et pas simplement, comme aux États-Unis, une grande part qui est laissée à la finance, à des activités en fait de services divers, de l'avocat jusqu'au médecin et autres, dans un secteur privé en fait qui n'est pas réellement productif. Et ce point-là, il est très important parce que sans prendre cela en considération, on ne peut pas comprendre en fait l'évolution, le basculement que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les États-Unis gardent une avance grâce à leur puissance militaire conventionnelle, grâce à leur capacité d'influence, qu'on appelle soft power, le cinéma,
la culture, la Chine en est encore très très loin. Et pour ce qui est de la force brute économique, aujourd'hui la Chine est devant les Américains. Et si l'on doit prendre ce qu'on appelle les technologies de rupture, il y a un certain nombre d'études très poussées qui prétendent et qui mettent en avant le fait que sur environ 70 technologies, qui seront les technologies d'avenir qui ont été identifiées et sélectionnées, la Chine serait leader incontesté dans près d'une cinquantaine. Est-ce que c'est pas ça qui fait peur finalement, Hicham Lamisi, aux États-Unis, qui peut-être au lieu de justement essayer d'entamer un dialogue pour essayer de voir de quelle manière pourraient se faire les choses, au lieu par exemple de créer des foyers de tension, et je reviens vers le détroit d'Ormuz, est-ce que ce n'est pas aussi le détroit d'Ormuz qui aujourd'hui, où son blocage est en train d'annoncer la couleur ou d'imposer le temps, si vous voulez, de ce qui va être négocié avec le président chinois? Alors, bon, je vais répondre en deux temps. Lorsque vous dites que les États-Unis auraient peur, entre guillemets, de la montée en puissance de la Chine, alors j'ai envie de vous répondre oui et non. Ce sont surtout les États-Unis qui font peur au monde avec cette politique complètement délétère d'agression multiple. C'est quasiment la planète entière dans une espèce de fuite en avant complètement délirante, qui est parfaitement matérialisée par l'attitude délétère et presque à la limite de la folie de son dirigeant, qui dit une chose et son contraire durant la même minute. Ce qu'il faut regarder, c'est que les États-Unis, en fait, sont dans une réalité stratégique qui est problématique et qui est particulièrement dangereuse. C'est le problème de tout l'Occident en général, mais surtout des États-Unis, c'est l'idée que la puissance américaine ne peut accepter sa relation avec le reste du monde que dans une logique de domination hégémonique, c'est-à-dire une domination totale, ce que Pascal Boniface caractérisait en fait de monopole de la puissance. La problématique aujourd'hui, c'est que la Chine, du point de vue économique, sur un certain nombre de secteurs, est passée devant les États-Unis et en fait menace la position hégémonique des États-Unis. Et les États-Unis ne peuvent l'accepter et sont en train de multiplier les foyers de tension. Et je vais en arriver à Hormuz. Et en fait, toute la stratégie qui visait à soumettre à la fois le Venezuela à travers le coup d'État et le kidnapping du président Maduro, qui est une violation grave du droit international, et l'agression gratuite, nouvelle violation du droit international avec Israël contre l'Iran, est en train de se retourner contre Donald Trump, puisque la capacité de résistance et la capacité de contre-attaque des Iraniens, en fait, ont, d'un certain point de vue, sur la période qui vient de se dérouler, en fait, mis les États-Unis à genoux et révélé à la face du monde, en fait, toute la faiblesse de la puissance militaire américaine qui se révèle, en tout cas dans une configuration qui ne lui est pas favorable, en fait, comme une sorte de tigre de papier qui ne dit pas son nom. Peut-être que les États-Unis vont finir par écraser l'Iran, mais en tout cas, ce qui se passe aujourd'hui est inattendu et ça amène à réfléchir, en fait, les principales puissances concurrentes des États-Unis, à se dire que la puissance militaire américaine n'est plus du tout ce qu'ils imaginaient et qu'au contraire, si on prend un certain nombre d'éléments et d'innovations, aujourd'hui, la Chine produit des systèmes d'armes qui sont beaucoup plus avancés que les systèmes américains, comme on a vu dans la confrontation avec l'Iran, que les Iraniens avaient été en capacité, en fait, de présenter une stratégie militaire très supérieure à la fois à celle des États-Unis et d'Israël. Très bien. Riyad Sidawi, alors que faut-il attendre d'abord de cette rencontre au-delà de ces attentes que bien sûr qui sont très classiques par rapport à la technologie, les technologies de rupture, bien sûr il y a aussi ce qu'on appellerait l'énergie, mais que faut-il attendre si on parlait de la guerre donc en Iran? Est-ce qu'il faut s'attendre à des deals? Est-ce qu'aujourd'hui finalement les États-Unis ont compris que les enjeux dépassent le simple fait d'attaquer l'Iran, lui qui pensait en finir avec l'Iran en quelques semaines, mais qu'il fallait peut-être aller vers cet allié chinois pour l'Iran? Excellente question. Moi, j'ai toujours souligné, répété dans plusieurs médias, que la guerre contre l'Iran vise aussi la Chine, puisque la Chine importe 90% du pétrole iranien avec des prix bas, inférieurs des prix du marché. Et la même chose, les Américains ont attaqué le Venezuela, puisque le Venezuela exporte 70% de son pétrole pour la Chine, et avec des prix bas, inférieurs vis-à-vis des prix officiels du marché international. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je pense que les stratèges du Pentagone
américain, le ministère de la Défense, si vous voulez, il disait que la Chine n'a pas encore frappé sur la table pour dire « je suis la première puissance mondiale, économique, donc militaire et diplomatique ». On a quelques années, alors on en profite afin d'isoler la Chine en frappant ses alliés. Peut-être ça a marché avec le Venezuela, mais avec l'Iran, non. Avec l'Iran, clairement, les Iraniens ont bien résisté. Et finalement, Donald Trump, même il a menacé plusieurs fois, je vais brûler l'Iran, je vais attaquer, il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il va attaquer encore? L'Iran est membre des pays de BRICS, mais les pays de BRICS n'est pas une alliance militaire, ce n'est pas l'OTAN, mais c'est une alliance économique. Oui. Et c'est un allié objectif avec la Chine et la Russie. Et même la presse américaine parlait qu'en fait, les Chinois ont soutenu l'Iran au plan militaire, soit par les images des satellites militaires chinoises, soit aussi par des experts des missiles ou pièces détachées des missiles iraniens. C'est la presse américaine qui parle d'un soutien, je parle militaire chinois à l'Iran. Et ça, c'est compréhensif aussi, puisqu'on parle d'un pays membre des BRICS. Mais Donald Trump, je pense, il est dans l'impasse totale. Il parle qu'il est victorieux, mais en même temps, le citoyen américain souffre, comme l'économie chinoise, à cause de la fermeture des droits d'Ormuz. Mais le citoyen américain aujourd'hui paye plus que 50% de plus son essence chaque jour, d'où l'inflation qui va être généralisée, puisque quand l'hydrocarbure, l'essence augmente, tout augmente automatiquement. Bientôt les élections du Congrès et Donald Trump et le parti de Donald Trump, probablement, si ça va continuer dans cette voie, ils vont perdre les élections en faveur des républicains. Aussi, je dois souligner un point très important, c'est que j'ai regardé l'arrivée de Donald Trump en direct à Beijing et je n'ai pas vu le président chinois Xi Jinping à l'aéroport. Il ne l'a pas accueilli. C'est son vice-président, c'est le vice-président, oui. Le vice-président, est-ce que c'est le protocole chinois? Franchement, je n'ai pas fait une recherche, mais il n'était pas à l'aéroport. Qu'est-ce que ça veut dire? Le message, il est où? Bref, Donald Trump, qui ne respecte que l'effort, et il pense qu'il est fort, je pense qu'il va comprendre la position chinoise vis-à-vis de l'Iran, et je pense qu'il va donner un rôle de médiateur par le Pakistan aux Chinois afin de résoudre ce problème, parce que c'est Donald Trump qui est dans l'impasse et ne peut pas continuer cette guerre, et en même temps, il ne peut pas déclarer qu'il a gagné cette guerre, et en même temps, le baril de pétrole a dépassé $100, ce qui va beaucoup déranger l'économie américaine, la bourse américaine et surtout la vie quotidienne des citoyens américains. Oui, alors finalement, il faut dire, pour rester avec vous, Riyad Sidawi, on va dire, mais le monde attend des résultats positifs. Le monde attend qu'il y ait un apaisement, ou au moins des annonces d'apaisement par rapport à ce qui se passe à l'Iran. Faut-il espérer justement un apaisement? Faut-il espérer que cette rencontre aboutisse à quelque chose qui pourrait apaiser la situation dans cette région du détroit d'Ormuz? Oui, je pense que la guerre pour Donald Trump est finie. D'ailleurs, il a déclaré une fois, mais Donald Trump a toujours des déclarations contradictoires. Mais je pense que la guerre de Donald Trump en Iran est finie, la grande guerre en tout cas, peut-être des accrochages par-ci, par-là, mais pas la grande guerre. Et là, je pense qu'il a compris aussi la position de la Chine. Et puisque aussi, il ne faut pas l'oublier, il y a un enchevêtrement des deux économies, l'économie chinoise et l'économie américaine. Oui. Ça veut dire ni l'un a besoin de l'autre. On ne peut pas faire une rupture. C'est ce qu'a compris Donald Trump quand il a augmenté les taxes jusqu'à 145%. Les Chinois, ils ont 80 appareils Boeing, on ne veut plus. Et voilà, surtout l'exportation des matières rares pour l'industrie et la haute technologie américaine, on n'en voit plus. Donc, soudain,
il a compris, Donald Trump, que l'économie américaine ne peut pas fonctionner sans l'économie chinoise, sans cette relation étroite avec l'économie chinoise. Aussi, pour les Chinois, il faut le dire, le meilleur marché pour leur commerce et leur production industrielle, ce sont les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne, puisqu'ils ont le pouvoir d'achat assez élevé. Ce n'est pas malheureusement l'Afrique ou le monde arabe. Oui. Donc, voilà, il y a un certain équilibre aussi, parce que certaines attendent une rupture totale, une confrontation totale. Non, les Américains savent que les Chinois aident les Iraniens militairement, mais ne peuvent pas sanctionner les Chinois, parce que sanctionner les Chinois, ils vont aussi les Chinois les sanctionner. Après, on retourne à la guerre commerciale dont les deux parties sont perdantes. Merci. Alors, Hichem Lamisi, juste pour un petit peu tenter de comprendre en tous les cas ce qui se passe sur cet angle d'attaque concernant l'Iran, parce qu'on se rend compte que finalement, il y a cette rencontre, elle est importante, plusieurs sujets seront discutés, tant sur le plan économique, de la technologie, les nouvelles technologies, mais également l'aspect diplomatique et l'aspect politique. Et on se dit, est-ce que vous, par exemple, selon vous, tous ces accords, que ce soit sur le plan économique ou diplomatique, restent quand même tributaire de la question en Iran, dans le détroit d'Ormuz, puisque de toute façon, il s'agira de voir que tout dépend de la stabilité dans cette région. S'il n'y a pas de stabilité dans cette région, la relation entre les deux pays, ces grandes puissances, restera toujours, si vous voulez, sur du charbon ardent quelque part, vu qu'il y a la question de Taïwan également du côté chinois, et qui est toujours un petit peu actionnée par les États-Unis comme une sorte de menace ou d'épouvantail. Alors, pour ce qui est de la relation entre la Chine et les États-Unis, bon, elle n'est pas centrée spécifiquement sur l'Iran. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le dossier iranien, pour Trump, il a été plutôt vu comme un levier, en fait, pour soumettre en quelque sorte la Chine sur un certain nombre de dossiers, notamment celui de l'accès à la chaîne de valeur des terres rares, sur la question aussi de ce qu'on appelle les barrières non tarifaires, c'est-à-dire en gros les limitations qui ne sont pas des taxes, que met en avant la Chine pour protéger son marché intérieur, notamment dans ce qui concerne les commandes publiques, mais également sur la question de la devise, entre guillemets, chinoise, et le fait que le yuan reste, en tout cas selon Donald Trump, toujours sous-évalué par rapport au dollar, même si le dollar a également décroché. Donc c'est plus tellement d'actualité. Donc ce sont tous ces éléments que Trump a voulu mettre sur la table en utilisant en fait le levier iranien. Sauf que le problème, c'est que le levier iranien tel qu'il était prévu, c'est plutôt le piège iranien. Et Trump aujourd'hui est plutôt dans une situation de faiblesse vis-à-vis de son homologue chinois, qui, tout au contraire, est en position qui est relevée, et la Chine se retrouve, malgré elle, à devoir jouer en quelque sorte les médiateurs, chose qui n'était absolument pas prévue, et que l'on imagine très bien qu'aujourd'hui Trump doit être en situation de devoir discuter avec les Chinois pour faciliter en fait une solution sur la question iranienne, c'est-à-dire faciliter afin de pouvoir trouver une solution qui permette aux États-Unis de sauver la face déjà par rapport à Trump quant à son opinion publique, et les États-Unis par rapport au reste du monde, ce qui signifie en réalité une défaite américaine. Et tout à l'heure, M. Sidaoui parlait du Pakistan. Effectivement, le Pakistan en tant que médiateur, il faut savoir décrypter les choses. C'est-à-dire que le Pakistan fait le médiateur pour ne pas exposer et mettre en avant la Chine, et ne pas dire que, quelque part, si accord il y a avec l'Iran, ce sera grâce, en fait, à l'action diplomatique chinoise. Il faut prendre en considération, par exemple, que lors des discussions d'Islamabad, il y avait donc la délégation américaine avec leur tête J.D. Vance, le vice-président américain. Il y avait évidemment la partie iranienne, mais il y avait également une délégation diplomatique chinoise qui était présente à Islamabad, et donc qui avait son mot à dire sur l'avancée en fait des discussions et des négociations. C'est la partie israélienne, comme on le sait, qui a tout fait capoter, notamment cet appel de Netanyahou, qui a déstabilisé en fait l'ensemble des parties, à la fois les Américains et les Iraniens, qui ont considéré que aucun accord n'était possible, étant donné qu'ils ont compris que c'était la partie israélienne qui avait le dessus. En tout cas, pour ce qui concerne aujourd'hui ce que nous sommes en train de voir à Pékin, la réception
donc de l'homologue chinois face à Donald Trump, mais en avant le fait qu'aujourd'hui, la Chine est en train de prendre le relais dans cette course à la domination mondiale, à la différence que les Chinois ne sont pas dans une logique hégémonique. Merci beaucoup, Hicham Lamissi. Merci également à Riyad Sidawi qui était avec nous. Le temps imparti à l'échiquier donc tire à sa fin. Je rappelle qu'était avec nous donc Riyad Sidawi, directeur du Centre arabe de recherche Carabs basé à Genève, et Hicham Lamissi, analyste géopolitique, chroniqueur, chargé de cours à la Suisse UMEF de Genève. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'échiquier international. Au revoir.